Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux à venir vivre dans les villes, alors j'ai eu envie de vous proposer quelques réflexions sur ce que sera la ville de demain. Comment pensait-on la ville du futur avant? Regardez ces images, elles révèlent bien les esthétiques propres à leur époque. Mais les anticipations étaient-elles les bonnes? Voyait-on juste dans les prévisions, les imaginations? Celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la ville du futur imaginée par Fritz Lang pour son film Métropolis. C'est ainsi qu'en 1927, certains voyaient les villes à l'avenir, porteuses à la fois de gigantisme, du problème des transports, de modernité et d'anxiété. Maintenant, voilà comment on imagine la ville du futur à la fin des années 50, donc 30 ans plus tard. Et dans ce style graphique, où l'on retrouve l'influence de la bande dessinée, telle Flash Gordon, on repère une ville du dessus et une ville du dessous. Une ville déjà dominée par l'automobile, on voit un monde d'usines qui fument, de skyscrapers qui montent vers le ciel, on voit aussi apparaître les trains hors sol. En fait, on retrouve la même vision que chez Fritz Lang, mais avec plus de couleurs et moins de pollution. Dernier exemple du futur vu d'avant, à Paris. Regardez comment en 1967, on se représentait ce que devait être 20 ans plus tard, en 1987, le quartier de la Défense. Tout est imaginé comme cubique, à l'image de ce que l'on produisait comme architecture dans les années 60 à Brasilia ou à Sarcelles. Alors on ne peut que se réjouir que le prospectiviste se soit à ce point trompé et qu'il n'ait en rien imaginé les ruptures dans l'architecture. La réalité de 2014 est tout de même beaucoup plus réussie que l'imagination de 1967. Alors justement, nous sommes en 2014, donc à quoi faut-il s'attendre pour les années 2050 en termes d'urbanisation? Retenons quelques chiffres de notre histoire récente. En 1700, la population mondiale est à peu près de 650 millions de personnes dans le monde, dont 7% de citadins. En 1910, une population mondiale de 1,7 milliard d'habitants, dont 20% de citadins. En 1950, 2,5 milliards d'habitants sur la Terre, 30% de citadins. En 1980, population mondiale totale de 4,5 milliards d'habitants dans le monde, dont 40% de citadins. Enfin, 30 ans plus tard, en 2013, 7 milliards d'habitants dans le monde et 3,5 milliards de citadins, soit plus de 50% de la population mondiale. Or, le mouvement va se poursuivre. En 2050, on sera 65% de la population mondiale à vivre en ville. Sauf que cette progression n'est pas générale. Sur 100 ans, entre 1950 et 2050, regardez où s'opèrent les grandes croissances urbaines dans le monde. Bien, maintenant recommençons. On voit bien que cette progression, surtout depuis une vingtaine d'années, concerne particulièrement les pays émergents. Ce ne sont plus les villes du Nord qui grossissent, mais les villes du Sud. Maintenant, troisième élément à retenir, la multiplication des villes géantes de plus de 10 millions d'habitants. En 1950, il y en avait deux, New York et Tokyo. En 2011, il y en avait 23, dont 5 seulement au nord. En 2025, il y en aura 37, et la très grande majorité d'entre elles sera au sud. Là encore, le constat est le même, l'essentiel de la croissance des mégacités se fera dans les villes d'Asie et les villes d'Amérique latine. Ces mégavilles sont tout à la fois machines à échanger, à brasser, à innovation et brevets, les lieux pour installer les sièges des multinationales. Elles donnent plus facilement accès à la connaissance, elles élargissent les opportunités d'emploi. Leur productivité est plus élevée en moyenne que dans le reste du pays, et certaines ont même un PIB équivalent à un État. Saviez-vous par exemple que le produit urbain brut annuel de la ville de Shanghai en 2010, c'est-à-dire le PIB, est de 250 milliards de dollars, supérieur au PIB de la Finlande? Les mégacités sont donc d'énormes machines économiques. Donc en termes d'évolution des produits urbains bruts, à quoi faut-il s'attendre là aussi? Nous allons vous montrer les 75 villes les plus dynamiques en termes de croissance de produits urbains bruts entre 2010 et 2025. Les villes en jaune sur la carte sont celles qui ont jusqu'à présent produit le plus de richesses, mais dont la croissance sera assez faible les 10 prochaines années. Il s'agit de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris. Les villes en orange connaissent une progression allant jusqu'à 250% de leurs produits urbains bruts, mais plus impressionnant, ce sont les villes en rouge. Sur les côtes chinoises, la croissance du PUB pourrait atteindre 400%,
Et à l'intérieur du pays, ce chiffre pourrait dépasser les 400%. Alors les économistes se demandent toujours si l'urbanisation est facteur d'élévation du niveau de vie, ou si c'est l'élévation du niveau de vie qui entraîne l'urbanisation. En tout cas, il y a corrélation entre les deux, et de plus, il y a synergie entre ville et mondialisation, qu'on en juge maintenant par les réseaux. Sur notre carte des 75 villes les plus dynamiques en 2025, on applique le réseau mondial actuel des câbles sous-marins. Tout part des villes, et des villes portuaires, et tout arrive dans les villes. Ce sont les câbles qui permettent les transferts de communication et de données. Et à partir de cette carte des câbles, on peut même ajouter la représentation des flux Internet aujourd'hui, illustrant les relations économiques intercités et inter-États. Mais avant ces réseaux virtuels, il y a les réseaux réels, car ces villes sont les portes ouvertes pour les circulations des hommes et des marchandises, et pas seulement celles des données. Prenons les villes aéroports. Voici les 30 villes qui regroupent les 30 plus grands aéroports mondiaux. Là se superposent tout à la fois le plus d'arrivées internationales et le plus grand nombre de passagers nationaux. C'est le cas pour Londres, Paris, New York, Hong Kong, Singapour, Bangkok. Ce sont des plateformes aéroportuaires pour les affaires, mais aussi pour les touristes. Les États-Unis placent 12 de leurs aéroports parmi les 30 premiers mondiaux, et la première place revient à l'aéroport d'Atlanta. Mais Atlanta est avant tout un hub aéroportuaire national, incontournable aux États-Unis. Le deuxième aéroport mondial en termes de fréquentation est désormais Pékin. Mais en fait, comme Atlanta pour les Américains, Pékin est avant tout utilisé par les Chinois. Et d'ailleurs, les bons résultats de fréquentation des aéroports de Hong Kong et de Macao s'expliquent par le fait que les visiteurs venant de Chine sont comptabilisés. Et maintenant, les aéroports continuent de se multiplier en Chine ou de se rénover. La compétition est donc très grande entre régions urbaines. Compétition par le nombre d'habitants, compétition économique, compétition en termes d'image pour l'attraction touristique. Or, cette compétition multiforme se joue maintenant sur d'autres tableaux. Car la ville du futur, ce n'est plus le nombre d'habitants qui fait poids, qui fait la masse, tel New York, Londres, Tokyo, ni la course à la première place au palmarès économique mondial. Car l'autre phase de la ville, le prix à payer, c'est la pollution. Regardez ce planisphère édité par l'Organisation mondiale de la santé. Il positionne par ville le niveau de concentration de particules fines en microgrammes par mètre cube. En vert, un niveau inférieur ou égal à la norme fixée par l'OMS, donc des villes plutôt propres. En jaune, orange, rouge, celles dont le niveau dépasse ces normes, avec des temps de transport interminables, l'air au sens propre du terme irrespirable du fait du niveau de la pollution. Car on le sait, il y a un lien direct entre dynamisme économique et émission de particules fines dangereuses pour les poumons. De nombreux facteurs jouent, utilisation des centrales à charbon, véhicules privés ou publics circulant au diesel, et dès lors, la démonstration se ferme comme une boucle. Suivez le raisonnement. Au moins une personne sur deux vit en ville dans le monde. Ensuite, l'essentiel de la production de richesse vient des agglomérations urbaines. Troisièmement, cette production s'appuie sur les énergies fossiles pour le chauffage et les transports. Et les émissions produites agressent la santé des gens qui y vivent, soit des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et le coût global en termes de santé publique est considérable. Donc les villes sont en première ligne pour la transition énergétique. Cette transition impose de sortir des énergies carbonées, sortir de la surdensité automobile en termes de transport individuel, et enfin sortir du produit urbain brut en croissance à tout prix et quel que soit le prix. Aujourd'hui, il y a prise en compte de la vivabilité de la ville par l'intelligence de celle-ci. Je voudrais donc terminer par un exemple positif de fonctionnement dans le futur pour une ville actuelle. L'aire urbaine de Grenoble compte environ 700 000 habitants. Et par sa position géographique en France, elle est un nœud transit entre le nord et le sud de l'Europe. Et par ailleurs, elle étouffe, car elle est enserrée en cuvette, au croisement de trois massifs, celui de la Chartreuse, celui de Beldonne et celui du Vercors. Alors le groupe Eiffage, par son laboratoire de recherche, Phosphore, a conçu un mode de transport urbain, le modulaire. Il combine sans rupture de charge, pour le passager ou pour le fret, le tram en terrain plat et le téléphérique en terrain accidenté.
Le câble est une technique de transport particulièrement sûre et déjà très utilisée dans de nombreuses villes dans le monde. Alors on retrouve curieusement le même paysage urbain que celui imaginé dans les années 50, mais il est plus propre, moins de voitures, plus de transports collectifs et une nature qui revient, pas seulement pour faire vendre, mais aussi pour arriver à vivre en ville. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet à Grenoble, c'est qu'on voit bien que les ingénieurs et les urbanistes cherchent à penser les ruptures plutôt que penser seulement les continuités. Plusieurs villes mondiales sont déjà en réinvention. New York, Los Angeles, Paris, qui sort progressivement du tout automobile, et même Séoul, qui a transformé une immense autoroute urbaine intérieure en zone cyclable, piétonne, arborée, qui traverse toute la capitale de la Corée du Sud. En fait, les villes sont beaucoup plus volontaristes et concrètes que les États en matière de lutte contre le changement climatique. D'abord parce qu'elles sont en première ligne face à ce qu'on appelle la transition énergétique, et puis peut-être aussi parce que ce serait la bonne échelle pour piloter les innovations et les changements. Je vous conseille de lire deux livres de Jean Hedgens, Les villes au secours de l'État chez FIP Éditions, et puis Ces villes qui inventent l'urbanisme du XXIe siècle aux éditions de l'Aube, et puis la nouvelle revue de géopolitique qui consacre en 2014 tout un dossier à La guerre des villes a déjà commencé.